Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour André. Alors, intéressant parce que quand même l'actualité européenne, on voit l'actualité proche-orientale, on la connaît, l'actualité Russe-Ukraine, on la connaît, et puis l'actualité européenne, le Parlement, la Commission. Mardi 17 septembre, Ursula von der Leyen, réélue donc à la tête de la Commission européenne, a présenté effectivement les membres de la Commission en disant voilà, climat, défense, compétitivité. Une bonne note, elle disait, vous voyez, la parité, ça va beaucoup mieux. Il y avait 22% de femmes il y a encore quelques années. Il y aura 40% de femmes présentées à la commission. Bon, ça, très bien. Mais au-delà de ça, alors, Virginie Joron, je voudrais qu'on revienne avec vous. Vous êtes effectivement députée européenne depuis déjà combien ? Déjà 5 ans. 5 ans, c'est ça. Depuis 2019. Voilà, oui. et vous avez été effectivement réélue. Là, et vous faites partie du groupe Patriotes pour l'Europe. Je voudrais savoir d'abord juste un petit épisode franco-français, enfin qui nous a intéressés. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de passage de relais d'un nouveau genre entre Thierry Breton, commissaire au numérique, etc., et Stéphane Séjourné, d'ailleurs, qui, lui, sera chargé, il faut le savoir, Stéphane Séjourné, de l'industrie et du marché unique, donc plus du tout du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes quand même à l'intérieur, oui. Oui, bien sûr, à l'intérieur, en fait, ce qu'on a découvert comme vous tous, en fait, c'était la surprise de cette semaine, c'est la déclaration de Thierry Breton sur Twitter, qui dénonce et en même temps qui utilise pour annoncer finalement qu'il va pas être candidat. Et en anglais, sur Twitter et en anglais, oui. Voilà, donc il se fiche vraiment de nous depuis le début, mais bon, en fait, c'est ironique, mais en tout cas, la grosse surprise, c'était effectivement ce claquage de porte à la dernière minute par rapport à sa candidature, puisqu'il voulait être candidat et récupérer ce portefeuille du marché unique et du numérique, parce que nous, en plus, nous devions avoir une audition la semaine dernière pour parler du DSA, pour parler de l'épisode estival qu'on a tous suivi. Et c'est vrai qu'à la dernière minute, il ne s'est pas présenté à cette audition, et donc finalement, ça devait déjà être dans les tuyaux et acté, et finalement, il l'a annoncé lundi, puisqu'il savait aussi que Madame von der Leyen, qui est présente durant cette semaine à plénière, devait annoncer son gouvernement de la commission avec la présentation de ses candidats, et aussi, donc alors effectivement, affaire franco-française que nous suivons de très près, puisqu'en plus, le candidat, là aussi, grosse surprise, c'est Stéphane Séjourné, qui, je rappelle, était le chef de la délégation du parti d'Emmanuel Macron ici au Parlement, et qui a donc un bilan au sein du Parlement européen, mais aussi un bilan aussi au niveau électoral. Je pense tout le monde n'a pas oublié que le résultat du 9 juin était en notre faveur, et c'était surtout un échec cuisant pour la politique d'Emmanuel Macron au niveau européen. Alors, donc le remettre en selle ici, c'est se foutre de nous. Désolé d'utiliser ce terme, mais c'est parce qu'effectivement, effectivement, nous on est content que ça soit Thierry Breton, parce qu'effectivement candidat à la censure, et on est content. On se rappelle sa lettre à Elon Musk et à X en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui. Exactement, cette chasse qu'il fait contre la liberté d'expression était visible, et cela posait problème, et d'ailleurs peut-être aussi au niveau de la Commission, puisque même Madame von der Leyen a critiqué cette initiative isolée de Thierry Breton cet été. Mais en même temps aussi, politiquement, c'est aussi une erreur, j'ai envie de dire, parce que c'est mépriser le résultat des votes du 9 juin, puisqu'on remet en selle finalement un candidat d'Emmanuel Macron qui n'a pas brillé par son travail durant les 5 années dernières ici au Parlement européen. Alors justement, donc ça a été vraiment, Virginie Joron, ça a été une vraie surprise, à la fois dans sur le cas, enfin demi-surprise peut-être dans le cas de Thierry Breton, et vraie surprise dans le cas de Stéphane Séjourné. Oui, surprise totale, parce que même pour Thierry Breton, même si je vous dis, le seul élément qui nous a posé question, c'est la semaine dernière, parce que c'est le DSA, c'est lui qui
s'est mis en avant et qui a profité du DSA pour faire sa publicité, et donc dernière minute n'est pas venu en audition la semaine dernière à Bruxelles, et puis donc son annonce lundi matin, et puis maintenant à la dernière minute on apprend que c'est Stéphane Séjourné qui comme on le sait, était parti, avait démissionné de cette délégation en cours de mandat puisqu'il avait pris le ministère des Affaires étrangères, et puis maintenant retour comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas un bilan, et donc monsieur Macron pousse à sa candidature, et avec effectivement ce portefeuille du marché unique dans laquelle effectivement je vais siéger, et on va effectivement vous êtes dans cette commission également. Exactement. Donc on va continuer effectivement à poser ces questions, et puis déjà aujourd'hui il y a plusieurs effectivement surprises sur la candidature, mais aussi sur encore Van der Leyen qui hier avait une réunion avec l'institution du Parlement, la présidente du Parlement, et elle n'a pas voulu transmettre les noms, alors que normalement par tradition elle aurait déjà dû annoncer les candidatures. Elle a préféré garder secret tous ces candidats pour faire sa propre conférence de presse. Ah oui, elle l'a pas dit au Parlement. Elle l'a pas dit au Parlement. Elle a fait la conférence de presse avant de le dire au Parlement. Au Parlement, donc c'est-à-dire les représentants des groupes politiques qui sont en conférence de présidence, c'est une réunion à huis clos. Normalement, la tradition veut qu'elle annonce effectivement tous les candidats. Donc là aussi, elle ne l'a pas fait. Il y a quelques critiques, mais là aussi, les seules critiques que j'entends, notamment la LFI, Manon Bry, qui monte au créneau, mais il n'y a pas longtemps, on l'a tous vu qu'elle était dans les bras de Van der Leyen pour la féliciter de sa présidence. Donc là aussi, ne tombez pas dans le panneau. Le double discours de la LFI qui aujourd'hui critique l'action et le mépris de Van der Leyen, il y a moins de 6 mois, elle était dans ses bras et a voté pour son investiture. Ah, allez, je vais être très patriarcal et misogyne, souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Et c'est pas de moi. Parlons aussi alors de cette commission. Ursula von der Leyen reconduite, présente sa commission. Vous avez les noms, etc. Pour vous, vous faites, vous êtes la parlementaire que vous êtes. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à l'ancienne commission? On n'a pas pris les mêmes, on n'a pas recommencé. Quel changement de fond, s'il y a? Il n'y a pas vraiment de changement. De toute façon, on le voit bien, puisque c'est elle qui avait commandé le rapport Draghi. Et effectivement, il y a un diagnostic qui est posé, mais là aussi c'est assez ironique puisque ce diagnostic on le connaît, donc effondrement de l'Union européenne, manque de compétitivité, et en fait. Mais il a été sévère comme Draghi, il y est allé assez fort. Oui, le diagnostic est sévère, il est réel, mais c'est aussi leur bilan. Draghi sort pas comme ça du chapeau, il est à l'œuvre depuis des années, donc c'est leur bilan, c'est leur action. Et pendant 5 ans, tout ce que nous avions dénoncé, donc le problème de souveraineté, le problème de perte de compétitivité, le problème de concurrence déloyale avec la Chine et les USA, c'était déjà présent durant ces 5 années. Et donc c'est vrai que nous, dans nos travaux, on essayait à chaque fois de défendre nos intérêts, si ce n'était français, c'était au moins européen, notamment dans le marché de la défense. Et là, on voit avec ce nouveau gouvernement de commissaires, effectivement, on voit pas vraiment de changement. Mais par contre, il y a une anecdote très importante, et je vous la livre, c'est qu'elle a nommé donc 6 vice-présidents, très bien, mais quand elle a annoncé hier en conférence de présidence son équipe, le premier qu'elle a mis en avant s'appelle Maroš Šefčovič, un Slovaque, qui était déjà en charge au précédent mandat d'un commissariat. Mais là, ce qu'elle met, elle lui rajoute une nouvelle activité, et elle dit bien qu'elle veut que ce second rôle soit en compte directement. Et tenez-vous bien, donc son rôle sera de suivre, il sera chargé des relations interinstitutionnelles, donc entre le Parlement et toutes les institutions qui gravitent autour de la Commission, et de la transparence. Et de la transparence. Voilà, donc elle s'inquiète de la transparence, parce que comme vous le savez, durant ce précédent mandat, elle était très faite sur les contrats, avec les labos, etc. Le SMS. Alors, comment faut-il l'entendre? Donc voilà, donc c'est vrai que je vous le livre cette information parce que je viens de l'avoir parce qu'on a eu son communiqué de presse à l'instant. Oui, Virginie, on va savoir comment on dit transparence en slovaque, on va se renseigner. C'est ça. Et si c'est finalement pour cacher ou être plus transparent, bref, c'est assez ironique de sa part puisqu'on sait tous cet épisode des contrats qui d'ailleurs continue. Je rappelle que ces contrats d'achat de Pfizer, bien sûr, ils ont lié jusqu'en 2027. Ouais, donc c'est toujours
Donc voilà, c'est ce qui m'a pour l'instant c'est sorti qui était le plus visible, parce que c'est vrai que on le sait tous, c'était un dossier très important. Après, il y a un nouveau commissariat qui est aussi très stratégique, et qu'il faudra suivre surtout pour les intérêts de la France. C'est celui de un commissariat chargé de la défense et de l'espace. Un ancien député, Andrius Kubilius, un Lituanien, qui a en charge ce dossier très stratégique. Et nous, voilà, Français, c'est vrai que par rapport au dossier que nous avons vu, il y a défense vraiment et espace, c'est ça. Défense et espace, et c'est vrai que les intérêts français sont souvent mis de côté. Donc c'est aussi l'enjeu de ce prochain mandat, c'est de défendre nos intérêts, puisqu'effectivement ce sont des gros marchés, et on voit bien que quand on parle d'amitié franco-allemande, elle n'est que sur le papier. Oui, ça, on connaît le couple, effectivement, c'est la communauté réduite aux acquets, on peut dire, en ce moment, entre la France et l'Allemagne. Mais justement, ça va nous permettre de parler et de Schengen, et des frontières, et de tout le reste par rapport à ce qui se passe au nucléaire aussi. Restez avec nous sommes avec Virginie Joron, députée européenne, patriote en Europe, et on va vraiment aborder tout ce qui se passe, ce qui se passe à la Commission européenne nous concerne au premier chef. Ce sont eux qui dirigent, ne l'oubliez jamais. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états. Si vous voulez participer, poser une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Notre ligne vous est ouverte. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Virginie Joron, députée européenne du groupe Patriotes pour l'Europe. Alors, on discutait avec Virginie Joron, effectivement, allez, j'allais dire tu as de boulevard. Non, c'est pas du boulevard, c'est sérieux, mais du sketch franco-français entre, effectivement, Thierry Breton, patronné par Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, repatronné par Emmanuel Macron, et ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, Virginie Joron, est-ce qu'on peut dire, franchement, que Ursula von der Leyen est la patronne et la queen, non pas la queen mom, enfin ou presque de l'Europe, enfin c'est elle qui décide. Oui, complètement. En plus, quand on compare les votes pour son investiture, effectivement, il y a eu 401 votes pour sur 720. Donc effectivement, elle a obtenu beaucoup plus de suffrages qu'au précédent mandat. Donc elle se sent renforcée. Elle voulait pas d'ombre dans son gouvernement de commissaire. Donc elle a exclu ceux qui avaient qui étaient un peu plus libres. Mais c'est une bonne politique, Virginie Joron, c'est une bonne politique, parce que quand on regarde la composition, c'était assez habile ce qu'elle a fait. Je parle politiquement, non ? Oui, tout à fait. Elle défend ses intérêts. Après, le problème, c'est que nous, on défend les nôtres. On est quand même français avant d'être européens, et donc on défend nos intérêts. Donc Emmanuel Macron s'est soumis à la volonté d'Ursula von der Leyen, et donc c'est plutôt cela qui est critiquable et qui est condamnable. En plus, en remettant quelqu'un qui a eu un bilan plutôt négatif durant cette précédente mandature. Donc oui, c'est elle qui gouverne. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient hier, comme je l'ai dit, en conférence des présidents, où il y a un protocole, où il y a des traditions, où il y a un respect des institutions, notamment du Parlement et de la présidente Madame Metsola, eh bien effectivement, elle a même fait fi de ce protocole pour annoncer son collège de commissaires qu'elle avait obtenu. Mais rappelez-vous, Virginie Joron, deux fois le Parlement lui a demandé de se présenter pour parler des SMS et des contrats avec laboratoires pharmaceutiques, elle a toujours refusé. Oui, alors du Parlement, excusez-moi, mais une poignée de députés qui voulaient avoir accès au contrat. Donc pas tout le monde. Moi, on faisait partie de ces députés, mais aucun député de la Macronie souhaitait avoir la transparence de ces contrats. D'ailleurs, ni les Républicains. Enfin, il y avait quelques députés, mais c'était pas la majorité des députés. Et c'est vrai que qui ont demandé d'avoir accès à ces contrats qui engagent, encore une fois, jusqu'à 71 milliards d'euros de contrats d'achat de vaccins jusqu'en 2027. Donc ce sont des crédits qui sont toujours là, ici, en suspens. Donc on va effectivement continuer à suivre ce dossier. Et juste, j'en profite parce qu'en relisant le communiqué de presse de Madame von der Leyen, et c'est intéressant parce que ça fait partie du dossier de commission spéciale Covid, elle a créé un nouveau commissaire en charge de l'état de préparation et de la gestion de crise.
C'est un pour autre les futures portefeuille. pandémies à venir, quoi, c'est ça. Voilà. Et c'est donc un portefeuille nouveau qui se penchera sur la résilience, l'état de préparation et la protection civile. Elle fera donc tout pour gérer des crises et les aides humanitaires. Donc, s'entendre sous ce commissariat nouveau, effectivement, gestion de crise, donc c'est ouvert à tout. Donc, avec tout ce qu'on a vécu durant la crise Covid. Donc, voilà, ça, on sent que c'est la patte von der Leyen. Mais effectivement, le problème, pourquoi elle se sent aussi forte, c'est qu'effectivement, une majorité des parlementaires ont voté pour son investiture. Effectivement, nous, on a voté contre. Nous étions un bloc de 284, c'est quand même assez important, mais malheureusement pas assez majoritaire. Mais en revanche, nouvelle procédure à venir, c'est que ce collège de commissaires qu'elle a défini aujourd'hui, nous allons les avoir en audition durant 1 mois, où on aura effectivement ce ping-pong où il y a des questions-réponses. Ils vont devoir répondre à toutes les questions des députés. Et puis après, on va les investir ou pas. Je rappelle l'épisode de Sylvie Goulard. Effectivement, elle aussi était candidate d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas obtenu la majorité du soutien des députés, Sylvie Goulard. Et donc, c'est pour cela que nous avons eu Thierry Breton. Donc, il va y avoir cette procédure d'audition au mois d'octobre. Et après, il y aura un vote. Voilà. Et après, il y aura un vote final. Et pour le coup, j'ai retrouvé les votes de la précédente mandature. Et effectivement, nous avions voté contre. Et là aussi, ils avaient obtenu 461 votes pour à l'époque. Donc c'est pour cette raison qu'elle se sent aussi forte. Bien sûr, elle a la majorité. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Gouverner, c'est prévoir, et elle prévoit. Revenons à ce couple assez bancal franco-allemand. Comment ça? C'était une surprise que l'Allemagne rétablisse les contrôles aux frontières dès lundi dernier, et pour 6 mois. C'est une surprise parce que c'est une surprise parce qu'effectivement, lors de la négociation du pacte des migrations, ils ont toujours soutenu cette législation, les Allemands du PPE. Ce qui est une surprise, et en fait pas, c'est en fait ils répondent à un sursaut électoral en Allemagne. On l'a bien vu, il y a un sursaut électoral dans le sens où ils veulent plus un retour des frontières. Ils dénoncent la politique migratoire que l'Allemagne subit depuis 2015, et donc cette réalité les pousse à changer de cap, mais parce que ils ont peur de perdre des sièges, et là ils répondent effectivement à une réalité qui les pousse à changer de cap. Mais là aussi, il faut que prudence s'annonce, puisque dans le sens où d'un côté ils ont voté pour ce pacte, maintenant une réalité allemande où ils veulent restaurer les frontières. Maintenant, je verrai avec mes collègues si c'est appliqué ou si c'est juste un effet d'annonce. Effectivement, ça pose question et ça remet en question toute cette stratégie du pacte des migrations, puisque c'est quelque chose qui a été voté et débattu ici au Parlement lors de la précédente mandature, et maintenant va être mis en place l'application de ce pacte des migrations. Donc c'est très bien que l'Allemagne recule. Nous ferons tour pour effectivement, avec notamment notre député Fabrice Légerie, qui était l'ancien directeur de l'agence Frontex. Il était au cœur du système, il avait effectivement toutes ces problématiques. Donc pour nous, c'est pas du pain béni, mais en tout cas, ça répond à nous, à notre analyse sur ce problème de migration qui n'est pas jugulé, et surtout qui n'est pas choisi, et surtout où il n'y a qu'une porte ouverte, mais il n'y a pas de porte de sortie. Et donc effectivement, le cas de l'Allemagne, mais aussi le cas du Danemark, qui remet aussi en question eux aussi cette stratégie, eh bien, nous donne raison, mais on veut aller au-delà. Maintenant, on veut effectivement, comme je vous l'ai dit, l'application du pacte des migrations va être mise en œuvre pendant cette mandature. Donc, effectivement, on va travailler pour faire sauter au maximum de règles qui étaient en faveur de l'arrivée de Virginie Jean, en ce moment, il y a La Haye et le gouvernement des Pays-Bas sont en conflit avec Bruxelles sur l'immigration. Enfin, il y a je sais pas si... Oui, il y a plusieurs États. Effectivement, le Danemark, déjà, lui, il s'était mis en retrait, donc c'est vrai qu'ils étaient protégés. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, le Pays-Bas aussi a subi la même réalité. Donc, effectivement, il y a plusieurs États qui montent au créneau pour, effectivement, ne pas subir ce pacte des migrations, puisqu'effectivement, cette problématique se réelle, en plus, qui se sont traduites par des résultats électoraux. Puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes maintenant le 3e groupe le plus important au sein du Parlement européen, 3e groupe après le PPE et les socialistes. Et c'est vrai que cette réalité, les fait peur. Présente. D'accord. Voilà. Virginie Geron, parlons un peu, alors justement, on allait parler, parlons un peu liberté, expression et information. Intéressant parce que Ursula von der Leyen avait dit qu'elle va spécialement s'occuper au cours de la
cette nouvelle mandature des fake news, de la désinformation, etc., etc. Elle n'en a pas peut-être tellement parlé hier. Elle a parlé d'autre chose. Elle a présenté effectivement la commission. Mais est-ce que là-dessus, sa politique va être vraiment de continuer un peu, peut-être pas comme le faisait Thierry Breton, bien sûr, d'une autre manière, peut-être beaucoup plus diplomatique, la lutte contre, que ce soit X, que ce soit les dissidents, que ce soit les gens qui ont une autre parole, etc. À votre avis, elle va être très en pointe là-dessus, sur cette offensive ? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette semaine aussi, nous avions en débat encore le sujet de la régulation des plateformes numériques avec le fameux DSA que moi maintenant j'appelle plus le Digital Service Act. Vous l'appelez comment, vous ? Digital Surveillance Act. D'accord. Donc c'est vrai que c'était encore en débat, mais aussi pour appuyer cette stratégie, puisque hier en débat, c'était comment faire pour juguler de plus en plus toutes ces plateformes qui finalement, pour eux, est un outil contre la démocratie. Et dans ce nouveau gouvernement de Madame Ursula von der Leyen, effectivement, il y a un commissariat qui va être en charge de suivre la démocratie. Ils utilisent, voilà, ça s'appelle la démocratie, justice et état de droit. Donc ce commissariat sera sans doute chargé de suivre la mise en œuvre de ces réglementations. Il existait déjà ce commissariat ou pas ? Non, il y avait effectivement sur la justice et l'état de droit, mais pas sur la démocratie. Et donc ils utilisent cette valeur que nous partageons pour lutter finalement contre la démocratie. C'est ça l'ironie du sort, parce que c'est ce qu'ils disaient hier dans les débats, qui sont très intéressants, c'est qu'ils nous disent qu'il faut protéger la démocratie et donc il faut lutter contre la désinformation, sans jamais définir ce que c'est la désinformation, sans jamais définir finalement le narratif, parce qu'en fait c'est le leur, et que dès que vous sortez du cadre de leur narratif, vous êtes effectivement dans la désinformation, dans les fake news. Et donc oui, effectivement, Madame von der Leyen continue son combat. Elle l'avait annoncé à Davos. C'était son première priorité, lutter contre la désinformation. Donc là, il y a une petite subtilité. Ils vont partager, ils vont disséminer le numérique, la démocratie, mais le résultat sera le même. Oui, la liberté d'expression est en danger. Et hier, ça a été rappelé lors de ce débat, puisqu'ils nous ont demandé effectivement d'aller encore plus loin dans les critiques, à aller plus loin, à poser des questions contre Telegram. Ah oui, à Telegram, revenir, oui, c'est ça. Et Telegram, oui, parce que Telegram, pour la petite histoire, ne rentre pas encore, parce qu'il y a plusieurs obligations dans le DSA. Les grandes plateformes doivent répondre à un cahier des charges très strict, dont Twitter, mais Telegram, puisqu'il n'a pas 45 millions d'utilisateurs, sort un peu du cadre où il y a le plus d'obligations de le DSA. Et donc hier, effectivement, dans une des notes du Parlement, on nous demandait d'aller plus loin dans le contrôle de Telegram. Donc oui, effectivement, la volonté de contrôler toutes les plateformes via le DSA a été rappelée hier en début plénière, puisque je rappelle qu'hier c'était la première plénière après la mise en place de von der Leyen au mois de juillet. Donc la stratégie est annoncée, puisque cette semaine, stratégie numérique, donc rappelée. Oui. Rappelons que Pavel Durov a été arrêté mais remis en liberté en France, mais sous caution, et il reste en France. Et rappelons aussi par rapport à ça, c'est intéressant, démocratie et protection, que dans sa lettre à Elon Musk, où il disait attention Elon Musk, si vous faites le malin, ça va aller très très mal pour vous. En fait, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais il finissait par dire mais tout ce que je dis là, c'est pour protéger le citoyen européen. Exactement. Mais oui, effectivement. C'est ça l'ironie du sort. Mais alors, pour le coup, nous aussi, nous sommes ironiques, puisque hier, nous avons débattu avec notre groupe pour le prix Sakharov. Vous savez qu'à chaque mandature, nous avons chaque année le prix Sakharov qui revient. Du savant, il faut rappeler qui était Sakharov, le savant soviétique, effectivement, qui avait été mis en prison, qui avait été en tout cas censuré, etc. Et donc toutes les valeurs de liberté, effectivement, il y a ce prix-là qui est soutenu par le Parlement. Oui. Et chaque année, chaque groupe politique présente un candidat. Et nous avons décidé encore cette fois, puisque nous considérons qu'une des valeurs fondamentales, c'est la liberté d'expression et de pensée, nous avons proposé Elon Musk au prix Sakharov.
D'accord. Donc, s'il y a cette volonté effectivement de protéger et de continuer ce combat pour nos libertés, eh bien, j'espère qu'ils soutiendront cette candidature. Ouais. Écoutez, on va en parler. Elon Musk au prix Sakharov, à mon avis, il ne sera pas mécontent, le brave Elon Musk. En tout cas, on suivra ça. On se retrouve avec vous, Virginie Geron, avec vous, auditeurs de Sud Radio, après cette toute petite pause. Et on continue à parler quelque chose qui nous concerne au premier chef. Ce qui se passe, encore une fois, à Bruxelles, à Strasbourg, à la Commission européenne, nous concerne quotidiennement. Ne l'oubliez pas. 0826 300 pour toutes vos questions, pour toutes vos réactions. Vous pouvez nous appeler maintenant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Virginie Geron, députée européenne, nous continuons à égrener, à faire l'inventaire de cette nouvelle Commission européenne. Encore une fois, notre pouvoir exécutif aussi, il faut le dire, pas en France mais en Europe, mais c'est aussi important, au moins aussi important. Virginie Geron, je voulais aborder deux choses. D'abord, au niveau du budget, est-ce qu'on sait déjà, je parle du budget évidemment de l'Union européenne, est-ce que par rapport à ce qui se passe avec la crise de l'euro, avec la dédollarisation entre guillemets, etc., est-ce que comment est la température? Ça s'oriente vers quoi par rapport à les choses mondiales étant ce qu'elles sont et par rapport à l'économie de l'Europe? Évidemment, les pays ne sont pas tous les mêmes, loin de là. Mais comment c'est perçu aujourd'hui? Déjà, il y a un bilan puisque moi, je suis maintenant en commission contrôle budgétaire. Oui. Et il y a déjà une problématique, c'est l'attribution, parce qu'ils avaient mis en place un projet résilience après la crise Covid, effectivement, Oui. avec des prêts, avec des engagements pour certains États pour relancer l'économie. Et on voit bien déjà qu'aujourd'hui, il y a un problème d'affectation des fonds. Donc ça, c'est mis déjà sur la table des négociations. Et puis effectivement, il y a une présentation du budget. Et c'est cette semaine d'ailleurs qu'il y aura cette présentation. Je crois que c'est même actuellement. Donc là, vous avez effectivement une présentation du budget, mais il n'y a pas d'austérité à venir. Au contraire, je crois que si on suit le rapport de Draghi, c'est encore plus d'endettement, puisqu'il annonce dans son diagnostic de l'Union européenne qui est en perte de compétitivité. C'est qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque d'investissement, et donc ils en appellent au secteur financier de l'aide, et ce qui n'était pas du tout aujourd'hui dans l'Union européenne, vous savez, il n'y avait pas d'endettement, donc effectivement, ils poussent effectivement à rentrer dans ce schéma. Il parle d'endettement maintenant. Il ne parle pas du tout de se serrer la ceinture. Il ne parle pas de diminuer les dépenses publiques ou autres. L'endettement. Ouais. Donc, il pense que c'est la bonne solution, notamment avec cette expérience durant la crise Covid, et ils veulent la renouveler. Donc, c'est ce qu'il annonce dans son rapport de 400 pages, 800 milliards d'euros par an pour relancer. Donc, ils appellent ça le nouveau plan Marshall. Mais qui dit endettement, dit aussi injecter 800 milliards d'euros par an dans l'Union européenne, dans différentes postes, notamment en termes d'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous avions effectivement vu, puisque le problème que nous avons en termes de compétitivité, nous sommes que des consommateurs finalement, et même des législateurs, parce qu'il n'y a plus de production en France. On est cannibalisé par la Chine ou les États-Unis. Et donc effectivement, cette problématique, nous l'avons vu, puis cette dépendance avec les matières premières qui aujourd'hui nous met en porte-à-faux. On l'a vu avec les panneaux solaires. Donc effectivement, son bilan qu'il dresse sur l'état de compétitivité de l'Union européenne est dramatique. Il le dit, il l'a annoncé plusieurs fois. On est de plus en plus pauvre. C'est lui, il dit on est de plus en plus pauvre chaque année. Quand on a une maladie, il faut le dire aux patients. On a une société qui se rétrécit, donc c'est bien. Le diagnostic est plutôt réel. Oui. Mais la solution de s'endetter, jusqu'à quel moment? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles taxes, puisque c'est aussi une problématique, c'est que l'Union européenne aujourd'hui veut plus de compétences pour taxer, pour récupérer des fonds, notamment la taxe sur les GAFAM.
pour s'agrandir, pour prendre plus de compétences. Et mais ça, c'est bien l'attaque sur les GAFAM, il faut le faire, non? Oui, alors oui, mais c'est bien si c'est restitué aux États membres. Ouais, le problème, ce sont des taxes qui captent au niveau de la Commission, et à partir du moment où captent ces commissions, c'est pour après les réaffecter pour, par exemple, intégrer pour un nouveau pôle de contrôle, d'enquêteurs, etc. C'est jamais pour le restituer aux États membres. Voilà, et pour faire baisser finalement la capacité de contribution des citoyens européens qui mettent de l'argent dans ce pot commun du budget de l'Union européenne. D'accord. Écoutez, à suivre tout cela, bien sûr. Et je voudrais un peu parler, c'est un commentaire d'une journaliste, Géraldine Vosner, qui a tweeté ceci: Europe du nucléaire en arrière toute, pour prendre en charge les portefeuilles stratégiques de l'énergie et de la transition écologique. Ursula von der Leyen choisit 2 antinucléaires notoires à camoufler pour la France. Est-ce vrai? Bah oui, c'est ce que effectivement, c'est Teresa Ribera qui apparemment sera nommée à ce poste. Et effectivement, quand on voit les commentaires, ça pose question. Mais là aussi, il y a une réalité qui fait que il y a un besoin, il y a une perte effectivement de compétitivité. Mais attention, hein, pour l'instant, ce collège est en candidature. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'est pas encore nommé, le collège. Oui. Il n'est pas encore nommé. Donc, pour l'instant, ce sont des noms. Il va y avoir des auditions. Et puis, d'ici leur présentation, et on l'a vu, il y a des groupes politiques qui ont refusé certaines candidatures. Donc voilà, c'est vrai que sur le papier, ça fait peur et il a bien fait de le souligner, puisque nous, effectivement, si on veut d'autonomie énergétique, effectivement, il faut continuer à développer et surtout à protéger cette énergie nucléaire qui, je le rappelle, a été beaucoup décriée durant ces dernières années, mais qui, la réalité, nous ramène à reprendre ce dossier et à aider cette industrie. Mais effectivement, par cette nomination, ça pose question, mais ça sera notre rôle ici de tenser cette commissaire, de lui poser toutes les questions et qu'elles soient claires, puisque on va voir aussi la présentation, puisque chaque commissaire devra présenter la feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route qu'elle sera jugée et elle sera validée ou pas. Mais donc, si j'ai bien compris, les parlements peuvent, disons, dire non à tel ou tel commissaire. Si le vote est majoritaire. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi un contrôle éthique, un contrôle pas politique, mais c'est vrai aussi, là on le voit, il y a certaines critiques contre le commissaire hongrois parce que il est issu de la politique de Viktor Orban. Donc il y a effectivement des critiques politiques, mais au-delà de ces critiques, il y a aussi nous en termes de transparence, il y a un contrôle éthique. Un commissaire qui aurait eu parce qu'ils doivent présenter un CV, il y a un code de conduite aussi à tenir, et donc il y a ces auditions. C'est cela que ça permet de voir s'ils répondent finalement à cette éthique que la commission doit s'appliquer. Donc il y a eu je vous dis, des candidatures qui n'ont pas été jusqu'au bout au précédent mandat. Je ne les ai plus en mémoire, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été validés par les parlementaires, et dont, je vous rappelle, Sylvie Goulard, où là c'était pire parce que elle avait été validée en amont par la commission, et après, durant les auditions, par les parlementaires, donc les députés, elle n'était pas passée jusqu'au bout, et donc elle a été recalée. Elle a été recalée, absolument. Et dites-moi, alors, question plus personnelle, Virginie Geron, en 5 ans quand vous regardez, et puis les prochaines 5 ans sont là, est-ce que c'est parce qu'on se pose tous des questions, on a tous, c'est l'auberge espagnole du fantasme, l'Europe pour le meilleur et pour le moins bon. J'allais dire, est-ce que c'est, comme disait Steinbeck, un combat douteux? Est-ce que c'est un combat qui est vraiment intéressant à suivre? Comment votre expérience de 5 ans, vous dites, est-ce qu'on a labouré la mer, comme disait Simon Bolivar, ou au contraire, le combat vaut vraiment la peine d'être mené en Europe, à chacun ayant effectivement ses partis pris au bon sens du terme? Honnêtement, je pense que ça en vaut la peine, parce que comme je l'ai dit, notre groupe a grossi. On est déjà une délégation qui est plus importante. Donc, les idées ont été reçues par une majorité de citoyens européens au-delà de la France. Je rappelle qu'on a été le groupe le plus important. On est maintenant une délégation française, 30 députés. Oui. Donc, le combat, on n'est plus seul à le mener. C'est vrai, quand on est isolé, quand on est un petit groupe, ou quand on fait même pas partie d'un groupe, c'est difficile. Là, nous sommes la 3e puissance la plus importante
avant même les macronistes. Donc notre voix porte, notre contrôle est là, est possible. Et oui, nous allons pousser à changer la tendance. Notre rôle, c'est de contrôler la Commission. On l'a fait, on n'était qu'une petite poignée lors de la crise Covid, mais cette petite poignée a résisté. On a fait, je pense, un bon travail. Je le vois encore aujourd'hui. On est félicité. On a encore beaucoup de soutien. Et on était quoi? On était 5, 6. Donc là, on s'est agrandi. On voit que ces idées sont partagées par d'autres pays. La Hongrie nous a rejoints. On travaille avec les Slovaques qui ont été aussi au gouvernement. Donc ils ont vu effectivement ce qui n'allait pas. Et certains sont encore au gouvernement. Notamment avec Geert Wilders qui s'est agrandi durant les 5 ans. Donc, la Hollande, on voit bien, les Pays-Bas, oui. Voilà, les Pays-Bas. Donc, on voit bien que nous sommes plus seuls, nous sommes plus isolés. Donc, le combat, on le fait avec d'autres partenaires. Et ce contrôle que nous allons faire et que nous allons mener contre la Commission, on le voit bien, la stratégie, elle, par contre, elle change pas. Le diagnostic, il est posé, mais leur stratégie qui est mise en place depuis des années, parce que ce bilan désastreux, c'est eux qui l'ont mené à ce niveau. Le marché de l'électricité, c'est eux qui l'ont mis en place. Quand ils ont les délocalisations, ils ont laissé faire tout ça. Donc, la dépendance avec la Chine, l'Inde en matière de médicaments, ils ont laissé faire ça. Il y a jamais eu de protectionnisme. D'ailleurs, c'était un gros mot pour eux. D'ailleurs, moi, je l'ai vu durant le mandat précédent. Dès qu'on disait ça n'existe pas, on n'en veut pas. Voilà, ils en veulent pas. C'est un gros mot. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est les États qui le mettent en place, dont les États-Unis et la Chine, ils s'en sortent mieux que nous. Donc, on voit, et c'est ce qu'on va pousser, ils ont une stratégie qui est mondialiste, elle ne change pas, où ils veulent déraciner, où ils veulent que les Européens soient plus des consommateurs que des citoyens européens responsables et attachés à leurs traditions et qui veulent protéger leurs emplois. Et à leur patrimoine. Donc, Virginie Geron, on va se retrouver juste après cette petite pause et on va parler effectivement, du conflit, du grand conflit, de l'éléphant dans la maison, la guerre Russie-Ukraine. Où on en est? Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite pour la suite de Berkoff dans tous ses états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Virginie Geron, députée européenne, et nous allons parler évidemment, et nous allons finir l'émission là-dessus d'ailleurs, mais sur ce qui occupe l'Europe, et Dieu sait combien, la guerre Russie-Ukraine, du mars 2022, nous sommes en septembre 2024, 2 mois et demi, 2 ans et demi, et nous en sommes toujours, effectivement, on a l'impression qu'on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien ou au premier Russe, je ne sais pas. Et en même temps, je reviens à Ursula von der Leyen, la patronne, elle a toujours affiché, d'ailleurs elle l'a montré en allant à Kiev, en recevant Volodymyr Zelensky, elle a toujours affiché, et c'est son droit le plus strict, enfin, une volonté d'appuyer l'Ukraine et d'être absolument, complètement, du fait que l'Ukraine doit effectivement retrouver, en tout cas sinon la totalité, la quasi-totalité de son territoire. Il faut que la Russie soit amenée effectivement à récipiscence. Alors cette prise de position très très forte, Ursula, et puis d'un certain nombre effectivement de Joseph Borrell bien sûr aussi, est-ce qu'elle est toujours aussi forte, et elle est due à quoi à votre avis, Virginie Geron? Alors oui, elle est toujours aussi forte. Le soutien a été d'ailleurs rappelé hier en débat, puisque ça faisait partie aussi de l'ordre du jour de cette semaine. Donc un rappel que le Parlement, d'ailleurs le nom du dossier, c'est Pérennité du soutien financier et militaire des États membres de l'Union à l'Ukraine. D'accord. Donc un rappel, une piqûre de rappel à tous. Et toujours pareil, c'est le début de la mandature, donc c'est les gros sujets les plus importants qui reviennent et qui donnent la tendance de cette mandature. Donc un rappel qu'il faut soutenir l'Ukraine, financier maintenant même, ils le disent, et militaire. La stratégie de soutien à l'Ukraine continue. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, avec la nomination d'un nouveau commissaire à la défense, plein et entier, avec cet ancien député lituanien qui était chez nous déjà,
au précédent mandat, et avec pour mission effectivement d'aider l'Ukraine de manière avec comme dit financier, toujours ce volet, et maintenant militaire. Donc c'est vrai que on suit ce dossier mais alors justement, avec Virginie beaucoup de Joron, questions. comme on entend, vous avez vu ces 2 derniers jours, on a dit qu'il y a des fusées à longue portée, peut-être pas les missiles qu'attendent les Ukrainiens, mais qui seraient partis, non pas de l'Ukraine, mais de Lettonie ou d'ailleurs. Je dis ça au conditionnel parce que il n'y a pas faut être très prudent. Faut être extrêmement prudent et pas dire surtout dans une situation aussi explosive. Mais est-ce que il y a aujourd'hui l'idée de se dire comment on peut arrêter? Est-ce qu'on parle de négociations au Parlement européen, négociations pour la paix en Ukraine, pour la paix dans cette région, où le mot négociation n'est pour le moment pas du tout abordé? Honnêtement, pas du tout abordé. Je n'ai jamais entendu ce terme, que ça soit dans toutes les interventions de nos collègues. Vous n'avez jamais entendu le terme négociation? À part nous, où effectivement c'est notre objectif de négociation et restaurer la paix quand même. Je pense que c'est quand même ça serait l'issue de tout conflit. Non, là c'est comment financer l'Ukraine. C'est toujours on est toujours dans cette stratégie, trouver des fonds, mobiliser des fonds, aider financièrement et maintenant militairement. Effectivement, avec ces petits, il y a des petites nuances. Il y a certains États qui ne veulent pas des missiles à longue portée. D'autres, ça leur pose pas de problème. Donc là, les négociations sont plutôt à ce niveau-là, mais pas sur la paix. Pas du tout. La paix n'est pas du tout un mot qu'aujourd'hui le Parlement ni la Commission utilisent, et c'est déplorable. C'est déplorable. On a un auditeur du coup, parce qu'on a un auditeur, c'est Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question concernant le financement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des empires de papier qui croulent ou qui sont assis sur une dette énorme, sur un trou béant. Comment concilier une aide financière de l'Ukraine avec des déficits énormes de nos pays, voire un risque de banqueroute à terme, puisque le Japon a vendu 9 milliards de dettes françaises récemment. Et je pense que les Français doivent se réveiller. Je pense qu'on doit remettre la finance là où on en a besoin. Et je voudrais avoir votre avis. Et les financements européens, en fait, c'est que des financements en fait des États. Et donc la France est un grand bailleur de fonds aussi. Donc comment les Français peuvent agir pour sauver leurs hôpitaux, pour sauver leurs services publics, et entre parenthèses sauver leurs économies. Bien sûr. Pour arrêter ce financement absurde, Virginie, merci Richard, c'est une question claire. Virginie Joron. Avec notre dette de 3300 milliards pour ne parler que de la France. Oui, mais ça c'est un constat que nous avons tous fait et que nous subissons. Mais c'est pas dans l'énergie aujourd'hui de cette commission. Au contraire, ils estiment que c'est une belle cause et qu'il faut aider à tout prix, vraiment, et même à tout prix, même de l'endettement. L'Ukraine. Donc, pour le coup, il n'y a pas une politique d'austérité où il faut suivre un taux d'endettement qui doit être inférieur à 3%. Donc, effectivement, pour des causes dites qui dépassent finalement leur valeur, eh bien là, il n'y a pas de problème de bon ou mauvais père. Là, on peut dépenser sans compter, pas de problème. Ses comptes, effectivement. Donc c'est vrai que, on le voit bien, l'état catastrophique de la France avec l'endettement, vous l'avez rappelé, de 3300 milliards. Eh bien, l'Union européenne, qui pour le coup jusqu'à présent ne rentrait pas dans cette logique d'endettement, eh bien, elle ouvre effectivement cette porte. Donc ça laisse présager effectivement cette dérive. On l'a vu avec l'épisode de la gestion de la crise Covid où ils ont commencé les emprunts et on voit que la France va perdre beaucoup puisqu'elle va commencer aussi à payer plus sa dette que son emprunt, puisque ça nous lie jusqu'en 2050. Donc on part dans cette même logique où, parce que ce sont des dossiers qui ont des valeurs supérieures à la logique comptable, eh bien cela va engager la Commission, mais effectivement aussi la France. Eh bien, écoutez, merci Virginie Joron. On va suivre de dérive en dérive. On va essayer de voir qui pourront stopper les dérives. Et nous, on se retrouve demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.